Jean-Louis Savard, un homme âgé de 68 ans, va être reconnu d'agression sexuelle et d'inceste 45 ans après les faits. L'homme venait du Saguenay, Lac-Saint-Jean, une région du Québec pourtant réputée pour être assez calme. Son procès a alors surpris les habitants et les détails en ont choqué plus d'un. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jean-Louis Savard et ses victimes, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire québécoise qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région que je connais assez bien. Et cette histoire m'avait vraiment choquée. Alors, vous allez voir, elle est aussi pleine d'espoir pour toutes les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra aider certaines personnes à garder espoir qu'un jour des violeurs, des agresseurs soient mis en prison. Et en attendant, sinon j'espère que cette histoire vous intéressera. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2014. Jean-Louis Savard est un homme de 68 ans vivant à Saint-David-de-Falardeau, une ville québécoise se situant dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2014, un événement va ressurgir dans la vie de Jean-Louis. On l'accuse d'agression sexuelle et d'inceste ayant eu lieu 45 ans plus tôt. C'est en fait ses 5 neveux et nièces qui s'étaient rendus à la police 45 ans plus tard pour parler de l'enfer qu'ils avaient vécu, que leur oncle Jean-Louis leur avait fait vivre. Suite à ça, Jean-Louis a été mis dans un centre de détention, l'établissement Rogneau, en attendant un procès. Les événements s'étaient produits dans les années 60 au domicile des grands-parents des neveux, donc des parents de Jean-Louis. Les grands-parents habitaient eux aussi à Saint-David-de-Falardeau et à l'époque, Jean-Louis avait 23 ans. Ses neveux et nièces, tous frères et sœurs, étaient eux âgés entre 6 et 13 ans, donc ils étaient très jeunes. Les neveux raconteront alors que lorsque la famille se réunissait tous chez les grands-parents, Jean-Louis passait alors à l'attaque. Il s'accaparait ses 5 neveux et nièces et leur enfer commençait. Plusieurs agressions avaient eu lieu. Par exemple, il raconte que parfois Jean-Louis les attachait au poulailler ou à la grange derrière la résidence des grands-parents et les blessait sauvagement à leur partie génitale. D'autres fois, il les immobilisait et les agressait sexuellement de plusieurs manières différentes en allant jusqu'à leur enfoncer divers objets dans leur partie génitale. Ça pouvait être des clous, des crayons ou même des tournevis. Après ça, il menaçait ses neveux et ses nièces pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne disent rien à leurs parents. Mais pourtant, les neveux et nièces ont tout raconté à leur mère et à leur grand-mère qui n'ont pas voulu les croire. Pire encore, leur mère leur a même dit « Si vous voulez en parler un jour, faites-le quand je serai décédée. Vous ne parlerez jamais de ça de mon vivant. » Leur maman est décédée en 2009 et c'est par la suite en 2014 qu'ils ont été voir la police pour enfin en parler. En fait, pour être plus précise, c'est Conrad Desbiens, le neveu le plus âgé à l'époque, puisqu'il était âgé de 13 ans, qui a été le premier à avertir la police. Il avait maintenant 58 ans et avait fait le premier pas et tous les autres avaient fini par le suivre. Tous espéraient que les autorités fassent réellement quelque chose, que ce ne soit pas trop tard et heureusement, on les a écoutés et il y a même eu des représailles. Leurs 5 témoignages ont été écoutés et ça a suffi aux autorités pour ouvrir un procès et accuser officiellement leur oncle. À la sortie du premier jour de procès, Conrad Desbiens s'est même exprimé aux journalistes pour livrer un message qui est important pour lui. Il est important de faire la même chose que nous, de dénoncer parce que ce n'est pas vivable, de ne pas se gêner, de ne pas attendre. On a de l'aide de la CAVAC, on a de l'aide pour nous aider. Aujourd'hui, je suis fière de mes sœurs et de mes frères et j'espère que ça va aller loin, qu'ils se ramassent en dedans. D'ailleurs, la bonne nouvelle du procès est que les victimes et leurs avocats ont réussi à faire en sorte que le procès soit médiatisé. Souvent, quand une personne est accusée, avant qu'il soit réellement reconnu coupable, eh bien, on demande aux journalistes de ne pas médiatiser le procès ou alors de ne pas montrer le visage de l'accusé ni de dire son nom. Eh bien, ici, le juge a accordé aux journalistes que tout soit filmé, qu'on donne les noms et que donc le nom de Jean-Louis Savard paraisse dans les journaux avec son accusation. Bon, sinon là, on vous dit ce qui se passait du côté des victimes, mais maintenant penchons-nous sur Jean-Louis Savard ainsi que sa réaction, celle de sa famille et de son avocat. Au moment du procès, Jean-Louis était déjà enfermé dans un établissement sécurisé depuis quelques mois et il avait été placé là en attendant que son procès ait lieu.
Il était en fait passible d'une peine pouvant atteindre 14 ans de prison. Évidemment, il semblait être outré par toutes ces accusations et sa famille proche le soutenait complètement. Son avocat a d'ailleurs dit aux journalistes « Je crois à l'innocence de cet individu-là. C'est évidemment une opinion personnelle. » Alors pour moi, quand son avocat dit ça, c'est très réfléchi. En disant c'est mon opinion personnelle, il explique que lui, il le croit. Et comme évidemment un avocat, ça reste une figure d'autorité, eh bien il espère que l'opinion publique ira en la faveur de Jean-Louis. Bon, au procès, Jean-Louis et son avocat ont essayé de se défendre corps et âme. Ils ont dit que tout ça n'était qu'un tissu de mensonges et Jean-Louis a donc plaidé non coupable. D'ailleurs, sa femme et sa fille ont comparu au tribunal et ont témoigné en la faveur de Jean-Louis. Son épouse, Marcelle Imbaud, l'a décrit comme étant un homme généreux et même respectueux, affirmant que leur vie a basculé quand les victimes ont témoigné contre son mari. Elle affirmera être totalement convaincue que son mari est innocent et dira au juge et aux jurés « J'ai toujours cru foncièrement en son innocence. Pour moi, c'est une injustice. J'ai vécu avec lui et j'ai rien remarqué. On s'est retrouvés en détresse profonde, mon mari et moi et mes enfants, quand il s'est fait mettre à Ragueneau. On s'est alors isolé parce qu'on a reçu des appels anonymes traitant mon mari de pédophile. » Donc ici, encore une fois, on essaye de faire changer l'opinion publique. Sa femme, en disant qu'ils ont reçu des appels téléphoniques, en parlant de ses enfants, en parlant de l'enfer qu'ils ont vécu, essaye de faire en sorte qu'on ait pitié d'eux, de se dire mais les pauvres gens, la pauvre femme, ils n'ont pas à vivre tout ça. C'est une technique pour essayer d'adoucir la peine, évidemment. Mais voilà, à la fin du procès, Michel Boudreau, le juge, a tenu à souligner que Jean-Louis et son avocat avaient livré un plaidoyer plein de mensonges et il a même dit que tout ça était détestable. Après ça, il déclare Jean-Louis coupable d'agression sexuelle et d'inceste et il fut condamné à 6 années de prison. Ce fut une vraie victoire pour ses neveux et nièces, mais ce n'est pas tout. Ça a aussi donné espoir à tellement de gens ayant vécu des agressions sexuelles, eux aussi parfois il y a très longtemps. Malgré tout, je pense qu'on pouvait s'en douter, Jean-Louis Savard et son avocat ont décidé de faire appel à la décision du juge. Ils ont tenté de se défendre une nouvelle fois en reprochant au juge de le condamner sur base des simples accusations de ses neveux, accusations qu'il a d'ailleurs contestées. Donc selon lui, c'est sa parole contre celle de ses neveux et donc les accusations sont contestées par lui-même, donc elles ne valent pas grand-chose. Mais heureusement, la cour d'appel n'a retenu aucun des arguments de Jean-Louis et son avocat et a dit que le juge n'avait commis aucune erreur révisable. D'ailleurs, et c'est vraiment bien, la cour d'appel a précisé que le délai écoulé entre les faits et le procès n'était pas un facteur atténuant. Pour ce qui est du côté de Jean-Louis et de sa famille, ils se sont dit dévastés que la cour d'appel n'ait pas pris leur défense ou en tout cas n'ait pas reconnu qu'il fallait au moins un deuxième procès pour pouvoir le juger. Suite à ça, l'avocat de Jean-Louis s'est exprimé et a laissé sous-entendre que tout ça n'était quand même pas terminé. Je viens d'aviser mes clients par téléphone. Ils sont effectivement dévastés. Leur apprendre ça de cette façon, c'est comme un médecin qui annonce à son patient qu'il est atteint du cancer et qu'il le fait au téléphone. Je n'avais pas le choix, étant donné que les nouvelles circulent rapidement aujourd'hui. Je devrais rencontrer mon client vendredi afin de faire le point sur cette affaire. Il n'est pas impossible que l'on porte le dossier à la Cour suprême. Quand il a été officiel que Jean-Louis et son avocat portent le dossier à la Cour suprême, nous étions maintenant en novembre 2016. En fait, ses neveux et nièces pensaient que c'était fini, que le temps était écoulé pour que Jean-Louis demande à reporter le dossier à la Cour suprême, mais en fait, ils ne le savaient pas, mais Jean-Louis et son avocat avaient demandé un délai supplémentaire, et en fait, pendant ce temps-là, Jean-Louis avait réuni 40 000 $ pour pouvoir payer les frais d'avocat supplémentaires pour justement aller à la Cour suprême. Évidemment, pour ces victimes, c'était l'enfer qui continuait, parce que qui dit un nouveau procès dit aussi se replonger totalement dans l'affaire, devoir à nouveau témoigner, expliquer encore une fois en détail ce qu'on a vécu, tous ces épisodes traumatisants, mais aussi ça donne une nouvelle chance à l'accusé de pouvoir sortir de prison. Par rapport à ça, Linda Desbiens, une de ses nièces, s'était exprimée aux journalistes. En dedans de moi, je bouillis. Avant les fêtes en plus, ça ne fait pas de beaux cadeaux. Ça nous replonge là-dedans, ça ne finit plus. Il me semble que ça devrait s'arrêter, ça fait 7 ans là, c'est beaucoup. Une autre des victimes, Gisèle Desbiens, dira à son tour « On était bien cet été, on vivait bien, on ne pensait plus à ça. Mais là, il faut recommencer. Il faut que ça s'arrête à un moment donné, il faut bien qu'il fasse son temps. Je comprends pas, moi. Il est têtu, il faut qu'il dise la vérité, il en a fait des victimes, il en a fait. »
Finalement, la Cour suprême du Canada ne se prononcera pas en faveur de Jean-Louis Savard et sa condamnation restera telle qu'elle. Un des commissaires dira même: la commission constate que les délits à l'origine de la présente sentence sont très graves. Ils sont même horribles et témoignent d'un niveau élevé de cruauté. La spécialiste qui a procédé à l'évaluation du risque de récidive parlait de la possibilité de sadisme sexuel. Ici, le fait que Jean-Louis ne veuille en rien reconnaître ses actes et la violence de ceux-ci font vraiment croire aux experts qu'il s'agit d'un véritable pervers sexuel. Il n'a même pas l'air de se rendre compte de ce qu'il a fait, et donc pour les psychiatres et les juges, Jean-Louis doit purger sa peine, et il reste d'ailleurs un homme dangereux, qui pourrait tout de même récidiver. En 2018, alors âgé de 71 ans, Jean-Louis avait tout tenté pour essayer d'échapper à sa condamnation sans jamais y arriver. Cette année-là, il avait même fait une demande de libération conditionnelle qui lui a été refusée. En fait, il faut se dire que si Jean-Louis avait reconnu les faits, qu'il se serait dit oui, je suis d'accord, je décide d'obéir à la loi, de purger ma peine, qu'il aurait demandé pardon, qu'il aurait agi comme une personne raisonnée à un moment donné, il aurait sans doute pu échapper à ces 6 ans de prison. Il aurait peut-être fait beaucoup moins ou aurait même pu faire une liberté conditionnelle. Sauf qu'ici, on se rend bien compte que cet homme n'a aucun remords, qu'il ne veut même pas s'excuser et qu'il préfère encore faire passer ses neveux et nièces pour des menteurs plutôt que d'avouer ce qu'il a fait. Et ça le rend dangereux et ça montre qu'il pourrait récidiver. Donc évidemment, sa place était bel et bien en prison, même si ça faisait 45 ans que les faits étaient passés. Bon, aujourd'hui, j'imagine qu'il est sorti de prison, c'était en 2014, on est en 2022, les 6 ans sont écoulés, je ne sais pas où il est. Je sais que ses neveux et nièces avaient demandé à ce qu'il ne soit pas protégé à sa sortie de prison, que les journalistes, les médias puissent parler avec lui, mais malheureusement, la justice a quand même tenu à le protéger, et donc on ne sait pas où il est, on ne connaît pas son adresse, on ne sait pas où il en est maintenant, ni lui, ni sa famille. Enfin voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et pour certains donner un peu d'espoir. Il est toujours temps de parler. Si quelqu'un a été victime d'une agression sexuelle, que ce soit il y a une semaine, il y a un an ou il y a 45 ans, c'est toujours important d'aller voir la police à un moment donné quand on se sent prêt, en espérant que ceux-ci prennent les mesures adéquates. C'est comme ça que je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.